Bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors oui, AgriCarrière, on est très content là, de participer au Midi Flash. Rapidement, AgriCarrière, on est votre comité sectoriel de main-d'œuvre. Il y a des comités sectoriels de main-d'œuvre qui sont financés par le gouvernement pour tous les secteurs d'activité et en production agricole. AgriCarrière, c'est le vôtre. Donc, notre travail, c'est vraiment de soutenir la main-d'œuvre, autant les producteurs que leurs employés, au niveau de leur formation au milieu de travail, puis au niveau des relations humaines, des ressources humaines, pardon, les RH. Ce qu'on fait grosso modo, c'est des programmes. On travaille entre autres main dans la main avec les associations, dont la FRAC, mais aussi les centres d'emploi agricoles qui sont partout au Québec. On fait toutes sortes de programmes pour vous aider à trouver de la main-d'œuvre, à l'intégrer en emploi, à s'assurer de la maintenir dans vos entreprises, puis à la former en milieu de travail également. Ces programmes-là sont gratuits. Vous avez de l'accompagnement aussi qui vient avec ça là, par des professionnels et vous avez des ressources, là, par exemple des programmes de formation en milieu de travail. On fait aussi des programmes de francisation en milieu de travail qui s'appelle Agri-francisation, qui est aussi gratuit. On fait des formations en ligne sur toutes sortes de sujets qu'on a rendus disponibles sur notre plateforme cible, mais que vous pouvez aussi voir là, sur U+, où est-ce qu'on a le beau catalogue de toutes les formations disponibles en agriculture, des programmes de ressources humaines également. Et on travaille aussi en collaboration pour développer et aussi rendre plus accessible des programmes de formation qui peuvent vous intéresser. Par exemple, justement, avec la FRAC, on est en train d'organiser pour février un séjour de formation intensif pour l'entrepreneuriat à l'école d'entrepreneuriat de Beauce. Donc, ça ressemble à ça. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez communiquer avec moi ou avec quelqu'un ou avec Audrey, puis on pourra vous donner plus de détails. Merci beaucoup. Merci, Marjolaine. Écoute, je vais laisser Jacques. Je vais présenter Jacques un peu. Là. En fait, le Jacques, là, ça pourquoi j'ai contacté, c'est parce qu'on a, on a des différentes productions là, dans la relève. Là, donc, c'est sûr qu'on a du maraîcher, on a du laitier, bref, différents types de production. Puis, ce qu'on constate, c'est que on avait, en tout cas, je voyais qu'il y avait un besoin là, d'avoir un peu plus d'outils pour pouvoir négocier avec les acheteurs, là, entre autres. Là, souvent, c'est une game qui est assez difficile. La course au prix aussi est vraiment présente. Fait que je me disais, pourquoi pas outiller nos relèves là, avec avec l'expertise de Jacques là, pour pouvoir avancer dans ce milieu-là. Dans le fond, là, Jacques fait ça depuis 2008. Il travaille là, vraiment avec les PME, avec les grandes entreprises, vraiment de la formation, autant de la communication interpersonnelle que de la vente, que de l'achat. Fait que vraiment, là, je pense qu'on a l'expert tout désigné là, pour ce Midi Flash-là. Fait que je vais laisser Jacques là, compléter puis faire la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à désactiver votre micro, ouvrir votre caméra. Gênez-vous pas, là, c'est vraiment c'est le lieu pour le faire. Donc voilà, je laisse la parole à Jacques. Euh, le son de ton micro ne semble pas être activé, Jean. Oui, j'ai juste pu peser malheureusement. OK, merci David, c'était une belle présentation. Je trouvais ça, ça me flattait. Oui, depuis 2008, j'ai mon entreprise, je fais de la formation avec des gens de vente et des gens de communication, des gestionnaires. Moi, je suis quelqu'un qui à la base croit beaucoup à la communication. La communication en vente, la communication en négociation, c'est la base. Si on communique mal, ça va mal aller dans tous les aspects de la vente et de la communication. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé une présentation. C'est sûr que c'est une heure, c'est moins qu'une heure, donc on ne verra pas tous les secrets, mais on va essayer de toucher à plusieurs points importants de la négociation. Puis moi, je suis disponible après. Si vous avez des questions plus personnelles par rapport à des cas précis, ça ne me dérange pas de rester en ligne là, puis de répondre à ces questions-là. Fait que, on part avec ça. Comme disait David, si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour me les poser dans le cadre de la formation. Donc, négocier, effectivement, on passe ça. Principe de base en communication, c'est toujours retenir que dans votre cerveau, il y a 400 mots minutes qui passent, votre bouche est à 100 mots minutes et que la personne à qui vous parlez va retenir environ 25 mots minutes. Donc, premier point de la négociation, on n'est jamais aussi clair qu'on le pense.
puis la personne avec qui on négocie n'est jamais aussi claire qu'elle pense l'être. Donc, un des défis en communication et en négociation, c'est de faire préciser, de s'assurer qu'on a bien compris les aspects de la communication avant même de se compromettre à répondre quelque chose, parce que plus on se compromet en négociation, plus on va être perdant. Donc, premier point, assurez-vous de bien comprendre. Évidemment, s'il y a des questions, vous m'arrêtez, vous me posez des questions. Le deuxième point, c'est l'effet de primauté. En négociation, il faut être organisé, il faut être structuré. Quand vous négociez, que ce soit n'importe quoi, ça se prépare. Puis quand tu présentes des arguments en négociation, bien, il faut que tu les structures sur des points. Les gens vont retenir environ 43% du point A qui va être présenté, puis environ 37% du dernier point. Fait que si tu veux être persuasif quand tu négocies avec quelqu'un, ce qui est important pour toi, ça doit venir au début ou à la fin. Puis généralement, en négociation, j'ai tendance à dire annonce ce que tu veux, ce qui est le plus important pour toi à la fin. Puis à la limite, lorsque tu réannonces un quatrième point, tu peux même réannoncer le même premier point qui est le plus important pour toi. Donc, la structuration et la façon que vous allez amener vos éléments dans le cadre d'une négociation va avoir un impact sur la réceptivité de votre interlocuteur. Autre point fondamental en communication, quand vous négociez, c'est de connaître l'autre. Okay? On ne peut pas négocier, je vais vous montrer une chose ici. De façon naturelle, il y a 16 profils de personnalité. On en rejoint de façon, on reste nous-mêmes, on en rejoint 4 facilement, puis 6 à 8, grosso modo. Mais il y a environ 4 profils de personnalité avec qui c'est plus difficile de rentrer en contact et on est à risque d'être en conflit sans trop savoir pourquoi, parce que les gens sont différents. Leur façon de communiquer est différente. Ça, je ne rentre pas là-dessus parce que ça peut être une formation d'une journée. Mais apprenez à connaître, c'est quoi votre profil? Êtes-vous un introverti ou un extraverti? Ben, l'introverti en négociation, il va avoir tendance à être plus silencieux, il va réfléchir, il va parler, alors que l'extraverti, lui, il parle, il réfléchit, il parle. Donc, ça amène une dynamique différente de la négociation. Le deuxième point très important est aussi thinking, pensée et sentiment. Quelqu'un qui est T, c'est quelqu'un qui veut du rationnel dans sa négociation. La personne qui est plus feeling, elle veut de l'émotion dans le cadre d'une négociation. Fait que quand tu négocies, si tu négocies avec une chaîne d'alimentation, il n'y a pas de feeling, c'est du thinking. Mais si tu négocies avec des personnes dans ton environnement, ben là, il faut que tu t'ajustes à la personnalité. Puis si tu vois que c'est une personne qui est feeling, crée la relation, travaille sur l'émotion, puis après ça, annonce tes objectifs. Alors que si tu es thinking, on peut aller plus direct au but. Et le dernier point, et ça, c'est bon de le savoir au niveau personnel, le J et le P. Tes J, c'est des gens qui ont tendance à être super organisés, puis le P est moins structuré. Ben, en négociation, il faut développer le côté J. Tu ne peux pas arriver dans une négociation et pas avoir structuré ton argumentaire parce que tu vas être dans le trouble. Si l'autre est mieux structuré que toi, ben toi, tes demandes vont être floues, puis ça va mal passer au niveau de la personne avec qui tu négocies. Donc, clairement, si je suis capable de m'adapter à la personne et si je suis capable d'avoir structuré mon argumentaire, j'ai des bonnes chances d'aller obtenir des gains lors de la formation, de la négociation. Ça va jusqu'à là? L'autre élément fondamental, est-ce que vous saviez que plus vous parlez, moins vous contrôlez la relation? Hein? En communication, plus tu fais parler, plus tu es en contrôle. Et ça, c'est le principe de vendre, c'est un principe de gestion, c'est un principe de négociation, puis c'est un principe de gestion des gestion des objections et de closing. Donc, il faut comprendre c'est quoi les questions. Tu n'as pas besoin de connaître les 8 types de questions, mais il faut que tu sois en mode question. Il faut que tu avances en négociation ta position par des questions. Si je fais ça, qu'est-ce que tu seras en mesure de me donner en contrepartie? Tu t'es pas compromis, tu as amené une question et l'autre doit te fournir de l'information. Donc, il y a des questions fermées, tout le monde les connaît. Des questions qui amènent un oui ou un non. Ça, on les utilise, on veut closer. La seule affaire qu'il faut faire attention, c'est qu'on a tendance à utiliser ce genre de questions-là quand on veut une réponse ouverte. Le est-ce que, c'est quand je veux un oui ou je veux une alternative. Mais si je pose un est-ce que quand je veux une question de développement, ça ne fonctionne pas.
Deuxième point, c'est les questions factuelles. Quand je négocie, je prépare mes questions. OK? Qu'est-ce que je veux demander à l'autre? Je vais l'amener en question. C'est quoi, où est-ce que je veux que la personne se compromette? J'ai des questions. Quand je vais arriver vers la fin de la négociation, j'ai aussi des questions pour répondre aux objections. Donc, j'ai préparé plusieurs de mes questions. Fait que ça, c'est mes questions qui se préparent. Un des points importants, c'est d'être capable d'approfondir. Jamais se compromettre. Puis ça, c'est la grosse erreur. Il y a 20 des personnes qui ont une écoute qui dépasse 75 %. Donc, méfiez-vous de votre propre écoute. Okay? Donc, avant de répondre quelque chose à quelqu'un qui dit « Hey, t'es trop cher. » « Hey, ben non, j'ai travaillé fort. » Qu'est-ce que tu entends par trop cher? C'est aussi simple que ça. Ouais, mais on sait bien vous autres. Qu'est-ce que tu entends par on sait bien vous autres? Okay? Ça, c'est question d'approfondissement. Ah, nous avons eu un problème, on a eu des difficultés. Tu entends quoi par problème? C'est quoi les difficultés? Plus tu vas chercher l'information, je vous l'ai dit tantôt, plus tu vas chercher de l'information, plus tu contrôles. Puis plus tu contrôles, plus c'est facile d'amener de l'argumentaire pour convaincre et obtenir tes résultats. Est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce que je suis clair? Est-ce qu'il y a besoin de précision? Ça va? On continue. Donc, les questions de découverte, quand je négocie avec quelqu'un, je vais me préparer, dans le fond, un script, un argumentaire. Pourquoi, dans le fond, une personne devrait accepter votre offre? Ça, il faut se poser la question. Pourquoi, en quoi mon offre serait intéressante pour la personne à qui je parle? Puis ça, vous savez, en vente, là, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les ventes quand on parle de CAB et son cas, motivation d'achat. Bien, une négociation, on doit vendre des bénéfices à l'autre. Pourquoi l'autre, c'est quoi les avantages de l'autre d'accepter mon argumentaire? Bien, ça, il faut que je le pense, il faut que je le prépare et il faut que je sois capable de l'amener soit en affirmation, soit par des questions. Évidemment, il y a différentes façons en négociation de comprendre qu'on peut être en contexte offensif et qu'on peut être en contexte défensif. Contexte offensif, je suis le seul fournisseur, ils n'ont pas le choix, je peux mettre le prix que je veux. Contexte défensif, ça ne va pas bien, j'ai eu des problèmes et là, je veux juste protéger, garder mon client, le fidéliser. Ce qui veut dire qu'il va peut avoir différentes stratégies de négociation. Je peux être en mode coopératif. Généralement, c'est le mode le plus positif de la négociation. On coopère avec l'autre. Je peux mettre de la pression. Je suis en position de force. Mais si je mets trop de pression, je risque de rompre la relation. Donc, jusqu'à où je suis prêt à mettre la pression? Séduire, c'est une autre façon. C'est une façon, si je suis séducteur avec mon profil de négociateur, c'est très bon en vente. Ça amène des points. Les gens vont avoir tendance à m'apprécier comme personne. Et s'ils m'apprécient comme personne, peut-être qu'ils vont m'accorder quelques avantages au niveau de la négociation. Si on est en position de force ou de faiblesse, on peut résister ou faire très peu de concessions. Il s'agit de voir dans quel contexte on est, puis choisir la meilleure alternative possible. On va revenir tantôt sur un petit peu les alternatives qu'on peut avoir. Évidemment, le but d'une négociation, c'est que moi, je suis OK avec ce que j'obtiens et que mon interlocuteur est OK avec ce qu'il va chercher. Donc, on est égalitaire. Si moi, je suis là et l'autre est là, on a un problème. Ou si l'inverse est là, ça se peut qu'il y ait un problème aussi. Donc, l'objectif d'une négociation fructueuse, c'est que les deux parties soient heureuses. Il y a plusieurs types. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais il faut comprendre que négocier avec sa famille, négocier avec ses enfants, négocier avec ses conjointes, négocier avec des clients ou négocier avec des fournisseurs, le contexte peut être différent. Ça peut demander des qualités différentes. Si je négocie avec mon banquier, c'est une chose. Si je négocie avec un fournisseur, c'est une chose. Puis avec un client, c'en est une autre. Il faut donc comprendre qu'il y a des différences, mais un dans l'autre, il faut être préparé. Puis, il faut être le plus possible structuré dans sa négociation. Élément important, il faut aussi comprendre que quand on négocie, on sépare les enjeux de la personne. Si je suis une personne F, qu'on a vu au début, une personne feeling, ça se peut dans une négociation difficile que la personne devant moi me mette en maudit puis je me dis « Hey, elle n'a pas de bonne volonté ». Il faut éviter le plus possible l'émotion en négociation parce que l'émotion nous fait prendre des mauvaises décisions, nous fait prendre, nous éloigne de nos objectifs. Donc, si jamais l'émotion prend le dessus, prenez un break. Vous n'êtes pas obligé de faire une négociation
Vous avez le droit de prendre une pause. Vous avez le droit de dire, hey, je m'en vais dehors, je prends 2 minutes, je m'en vais relaxer, on s'en reprendra une autre fois. Vous n'êtes pas obligé de compléter. Si vous vous sentez en déficit émotif, prenez une pause. Se concentrer sur les intérêts et non les positions. Si les deux ont intérêt à en venir à une entente, ça va. Faisons attention, il peut y avoir des blocages à certains niveaux, mais les blocages, ce n'est pas une fin de négociation, c'est un point qui va être à négocier. Mais ultimement, si on a tous intérêt à avoir une entente, c'est ça qui est le plus important. Être créatif, aller chercher le plus de solutions possibles, puis les exposer, les analyser, puis être capable de dire, ah, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Puis après ça, exiger que le résultat repose sur des critères objectifs, quantifiables. Exemple, un prix, c'est quantifiable. Mais je vais t'aimer beaucoup, ce n'est pas quantifiable. Okay? Tu vas être donc fin si tu me fais ça, ce n'est pas quantifiable. Donc, d'avoir des éléments qui sont objectifs, d'avoir des indicateurs de performance au niveau de votre négociation qui vous permettent de dire, c'est-tu bon ou c'est pas bon pour moi? Il y a des attitudes, évidemment, en négociation, bien communiquer, sens de la relation humaine, comprendre le monde des affaires, le sens des responsabilités, puis le dynamisme. Donc, l'écoute, je disais tantôt, c'est la qualité de base en négociation, c'est la qualité de base en vente, c'est vraiment quelqu'un qui écoute, généralement, est quelqu'un qui est apprécié, puis c'est quelqu'un qui part gagnant. L'assertivité, est-ce que vous êtes tous à l'aise? Est-ce que vous êtes tous à l'aise de dire non? Ben, il faut dire non des fois. On ne peut pas toujours dire oui. Je vois des sourires. Là. Dire non, ça ne veut pas dire que la personne s'adapte. Si je vous demande de me vider votre compte de banque et me l'envoyer par courriel tantôt, est-ce que vous allez le faire? Il faut que vous disiez non. Ben, j'aimerais que vous disiez oui. Mais il y a des offres qu'on va avoir. Ça, on va le voir, mais ça s'appelle la mésure. C'est où que je rende une négociation parce que ce n'est pas bon pour moi. Donc, puis il y a des façons de le faire, mais dire non fait partie de la communication en général. Quelqu'un qui me demande d'aller faire 3 déménagements la fin de semaine, ses enfants déménagent toute la fin de semaine, tu oublies ça, ça va être non. Mais il y a une façon de le faire. Il ne faut pas se sentir obligé de toujours dire oui. Puis apprendre à compromettre l'autre par des questions. T'en penses quoi? OK? Ce que je viens de te dire là, tu vois-tu les avantages pour toi? OK? Ou encore, c'est quoi les avantages que tu vois si on a cette entente-là sur la table? Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher par des questions, d'obliger la partie adverse ou la partie avec qui vous négociez à amener l'argumentaire. Puis plus vous allez le faire, bien, plus vous êtes capable de jauger à quel niveau la négociation est rendue. Il y a des éléments qui vont influer, évidemment, la relation de confiance. Est-ce que vous trustez votre interlocuteur? Puis la réciproque est vraie. Est-ce que vous négociez avec un fournisseur international, vous allez négocier avec une grande chaîne d'alimentation. Évidemment, des fois, le positionnement peut être là. Votre job, c'est de ramener ça à une relation le plus égalitaire possible. Mais ça peut être un défi. Ça prend une préparation. Ça prend de l'argumentaire. Les choix, est-ce que vous avez des alternatives ou pas d'alternatives? Avez-vous juste un fournisseur ou un acheteur ou vous avez plusieurs acheteurs? Bien, ça va jouer. Le pouvoir de l'influence. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est persuasif dans sa communication? La gestion du temps. En vente, la personne qui a l'avantage a le temps de son côté. Je vous fais une offre, mais je suis le seul fournisseur. Tu apprends, un jour ou l'autre, tu vas craquer, tu vas finir par me dire oui. Mais s'il y a 10 fournisseurs, là, je vais essayer d'aller chercher le oui de votre part le plus rapidement possible. Je vais être beaucoup plus négociable. Je ne veux pas laisser aller le temps parce que ça va vous favoriser. Puis le pouvoir de la légitimité, est-ce que vous négociez avec une personne qui a le pouvoir de vous dire oui? Ça, c'est l'erreur qu'on fait des fois en vente lorsqu'on commence. C'est qu'on est tellement content de parler à quelqu'un dans une entreprise, chez un fournisseur, chez un client, qu'on ne se pose pas la question, est-ce qu'elle a le pouvoir de signer un chèque, de signer un contrat? On perd notre temps sinon. Fait qu'il faut parler à des gens qui sont décisionnels. Puis le pouvoir du statu quo, c'est des fois on se dit, on laisse traîner. C'est un peu avec le temps, mais on laisse traîner. Puis je vais attendre que tu me fasses une contre-offre. Puis là, on reprendra la négociation. Donc, les éléments perceptifs là, en vente et négociation,
c'est d'être capable de convaincre l'autre que vous êtes en position de force. Okay? Même si vous ne l'êtes pas. Parce qu'on a toujours l'impression que quand on est le fournisseur, qu'on est en position souvent de faiblesse lorsqu'on parle à l'autre. Ce n'est pas vrai. Analysez c'est quoi vos forces. Puis, n'ayez pas peur de les amener. Votre capacité de bluff. Hein? Négociation, là, des fois, je fais des formations avec des gens, puis je négocie, puis là, je leur dis, bon, OK, on fait l'exercice, on commence. Les gens donnent tout en dedans de 5 minutes, ils ont tout donné. C'est pas comme ça que ça marche, là. Un exemple bien simple, là. Vous allez magasiner une automobile demain matin. Puis là, ben là, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais rappelons-nous dans 2 ans. Puis tu disais au vendeur, à la vendeuse, tu me baisses le prix de 1 000 $, je la jette. Si la personne vous dit oui, là, hey, tu n'es pas content, tu es choqué parce que tu dis, hey, je me suis fait avoir, j'aurais dû demander 2 000. Si la personne, en contrepartie, elle dit, hey, 1 000 $, elle fait une crise de cœur, vous êtes obligé de faire du bouche à bouche, puis elle dit, je ne peux pas faire ça, il faut que j'aille voir mon boss, elle vous fait un show, elle revient, elle dit, ah, je ne peux pas te donner 1 000, je vais te donner des pneus, je vais te donner ça, ça vaut 1 000. C'est le même 1 000 $, la personne avait le même 1 000 $ de jeu, mais elle l'a schématisé, elle vous a donné un show, puis là, vous autres, vous sortez de là, hey, on l'a-tu travaillé fort, notre 1 000 $, on est-tu content de l'avoir? Donc, en négociation, il y a une partie de bluff, il y a une partie que tu donnes un show. Il faut que tu sois conscient de ça, parce que si tu dis, ah, OK, puis c'est facile de le donner, non, il faut que ça ait de l'air difficile quand tu donnes quelque chose. Il faut que tu t'arraches le cœur. Quand je négociais, moi, que j'étais en vente active, à l'époque, j'avais des lunettes, puis un client me disait, t'es trop cher. Je le regardais, je me reculais, j'ouvrais le silence, j'arrêtais de respirer, vous avez vu que je ne suis pas très bronzé, puis je venais rouge. Je faisais 5 gestes non-verbaux, penser sciemment pour influencer l'autre, pour jouer sur mon rapport de force. Là, la personne avait l'impression que j'avais donné un bon prix. Je venais de changer sa perception. Puis après ça, je repartais, j'attendais qu'il me parle. J'espère que ça ne durait pas 2 minutes pour tomber sans connaissance, là, parce que j'avais hâte de respirer. Mais là, c'est une chose en vente, puis en négociation, il faut avoir des gestes, votre voix, votre corps. Vous devez réfléchir à savoir comment j'utilise mon corps. Bon, écoutez, on est là. Je pense que si on fait une entente, les 2 partenaires, on s'en va là. Vous voulez être là ou là? Bien, utilisez vos mains. Utilisez votre voix pour envoyer, appuyer votre discours. Puis ça a un impact majeur sur votre facteur de persuasion. Puis, la façon de présenter votre argumentaire, de toujours présenter votre argumentaire de façon à ce que ça vous avantage. Ou poser des questions pour permettre à l'autre de se compromettre sur vos avantages. Il va y avoir des confrontations sur les enjeux. Il y a des confrontations sur les rapports d'influence et de pouvoir, puis sur les personnalités. On essaie d'éviter les personnalités et les rapports d'influence et de pouvoir. On essaie de garder ça sur les enjeux. Sinon, si on va avec les 2 autres, je rentre dans l'émotivité. Puis je l'ai dit tantôt, l'émotivité, si je commence à négocier parce que je veux te prouver que je suis le plus fort, pas sûr qu'on va avoir une relation saine à long terme. Sur du court terme, sur du one-shot deal, ça peut fonctionner, mais pas sur du long terme. Après ça, quand tu négocies, là, la première chose, je vous ai dit tantôt, il faut se préparer. Tu réfléchis à savoir c'est quoi les arguments que je veux négocier. J'ai le prix, j'ai les quantités de livraison, j'ai l'entreposage. Je peux avoir plusieurs points. Maintenant, c'est quoi les points les plus importants? Là, je mets des notes. OK, le prix, là, je mets ça 10 sur 10, je ne peux pas négocier là-dessus. Par contre, je pourrais négocier sur la livraison. Je pourrais négocier sur d'autres aspects. Mais c'est clair dans ma tête. Fait que si la personne arrive, elle me dit, hey, il faudrait que tu baisses ton prix. Je ne peux pas baisser mon prix. Cependant, juste dès qu'on dit à quelqu'un, cependant, là, la personne, tout de suite, elle vous suit sur le schéma mental, puis elle va dire, OK, qu'est-ce que tu me proposes en contrepartie? Puis là, tu vas emmener d'autres choses. Ça pourrait être des quantités, ça pourrait être ici. Mais ça, c'est préparé. Vous avez fait l'exercice avant. Tu ne rentres pas dans une négociation sans avoir fait cette grille mentale-là, puis écrite, là, puis dire, hey, sinon, vous allez laisser votre profitabilité sur la table. Vous allez perdre votre négociation. Il faut savoir ce qu'on s'en va dans une négociation. Donc, les limites, les points de départ, c'est quoi mes objectifs? On va voir dans un tableau tantôt. Fait que ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui compte pour moi et qui a un impact pour l'autre? Tantôt, je vous ai donné l'exemple d'automobile. Moi, là, ça m'a donné une valeur de 1 000 $. Mais le concessionnaire, lui, en me donnant des pneus, puis je vois du service ou d'autres gugus, lui, il me donne 1 000 $ en valeur, mais lui, ça lui coûte 500. Donc, il est gagnant. Fait que pour lui, c'est une bonne stratégie de négociation. Pour 500 $,
j'ai une valeur de 1000. Tout le monde est gagnant. Fait qu'il faut réfléchir à vous autres, quand vous donnez quelque chose, c'est quoi l'impact que ça a? Tu essaies de donner quelque chose qui va avoir un impact pour l'autre qui est majeur, mais qui, pour vous autres, ne vous coûte pas cher. Hein, stratégie, je vois souvent 13 à la douzaine au niveau du blé d'Inde. Bon, quoi qu'aujourd'hui, on ne se démarque plus, tout le monde le fait, là, mais à une certaine époque, c'était un facteur, tu en avais un petit peu plus, puis tu avais le prix que tu voulais. Puis d'avoir quelques points négociables aussi pour ne pas se retrouver dans un cul-de-sac. En négociation, la question se pose souvent, qui prend l'initiative? Est-ce que c'est vous qui parlez en premier ou c'est l'autre qui parle en premier? Ça dépend. Si vous voulez fixer le prix de négociation, vous avez peut-être intérêt à le faire. Si vous voulez être plus voir ce que l'autre est prêt à arriver, c'est que le premier qui parle fixe la barre. C'est comme une négociation salariale. Je vous demande comment tu veux gagner, tu me donnes un prix, on négocie à partir de ça. Si je te dis comment j'offre, on négocie aussi à partir de ça. Donc, un dans l'autre, c'est à choisir lequel des deux possibilités va vous donner l'avantage. Négociation, quand tu prépares une négociation, première étape, c'est comment tu établis la relation. Je veux connaître la personne. Je veux avoir des questions pour connaître la personne. Parle-moi de ton rôle. C'est quoi? Là, on jase. Si je rentre dans le bureau d'une personne, puis je vois qu'il y a un tableau, je vois qu'il y a un bâton de golf, j'aime le golf, on va parler de golf. On bâtit une relation. Après ça, c'est quoi les objectifs? C'est quoi l'objectif? Pourquoi on négocie? Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être une entente. Ça peut être que je devienne un fournisseur autorisé. Ça peut être que je veux me faire connaître par l'entreprise. Donc, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi les intérêts qu'on a? Les intérêts communs. C'est quoi ses intérêts à lui de faire affaire avec moi? C'est quoi mes intérêts de faire affaire avec lui? Après ça, c'est quoi les options qu'on a ensemble? Après ça, la MESAR, le BATNA, ça, c'est définir, mettons que je prends un prix, là, que je vous parlais tantôt, je vais dire, bon, voici ce que je demande comme prix. Ça, c'est mon offre maximale. Voici ce que j'espère avoir. Et mon troisième, c'est voici le prix à lequel, en bas de ça, je dis non, je ramasse mes affaires et je m'en vais. C'est là, je vous parlais de l'assertivité, de dire non, c'est là que je dis non. Donc, dans ma tête, là, avant la négociation, c'est déjà préparé. J'ai mes 3 prix, je sais où je m'en vais, j'ai mes conditions de livraison, j'ai mon entreposage. Tout est prêt. Après, donc, j'ai mes options. Ensuite, comment je le close? Quelle technique de fermeture j'utilise? Comment je gère mes objections? Comment je l'amène à s'engager? Donc, ça, il y a une pensée, il y a une préparation, il y a une structuration à faire lorsqu'on entreprend un processus de négociation le moindrement sérieux. C'est le même principe. Vous achetez une maison, c'est exactement les mêmes affaires. Vous achetez une auto, même principe. Vous définissez des barèmes. Vous allez définir un prix que vous voulez payer. Puis après ça, vous dites le maximum que je ferai payer, ce que je vise. Puis, rendu à ce prix-là, ben, on n'a pas les moyens, tout simplement. On va penser à d'autres options. Donc, ça, c'est un tableau bien simple. Ce que je veux gagner, puis ce que je pense que l'autre veut gagner. C'est quoi mes objectifs? C'est quoi les objectifs de l'autre? Déjà là, en schématisant ça, ça va me dire, ah, lui aimerait avoir ça. OK, voici comment je vais l'amener par des argumentaires, voici comment je vais négocier ça. Si je comprends ce qui est important pour l'autre, je suis capable de mettre de la pression sur ce point-là, de l'appuyer, mais si je ne sais pas ce que l'autre, c'est important, bien là, c'est comme jouer au dard. Là. Je vais tirer au dard, puis je ne serai pas nécessairement toujours sur ma cible. Première règle de négociation, il y en a 5. D'avoir des exigences élevées. Quand tu négocies, là, si tu veux 100, est-ce que tu demandes 100? Mais il y en a qui le font. Ouais, on rit, mais il y en a qui le font. Il y a des petites brebis qui des fois, s'en vont dans le monde des lions en espérant qu'ils ne se feront pas manger. Ben, la pauvre petite brebis qui demande 100, elle va avoir 90. Tu veux 100, tu demandes 110. Tu demandes 100. Puis si tu es avec un lion, peut-être que tu vas accepter 90. Donc là, ça va être ton objectif optimal, ton objectif réaliste, puis ce que je parlais tantôt, la MESAR, ton BATNA. À 90, en bas de ça, on ne fait pas affaire ensemble. C'est pensé, c'est prêt. Donc, c'est ma position initiale. Elle est clairement établie. Après ça, il faut que je la défende, ma position. OK? Si quelqu'un me dit « Ah, t'es trop cher », j'ai mes questions, j'ai fait mes préparations, j'ai mes comparables, j'ai ma structure. Donc, je vais y aller avec des questions trop chères par rapport à quoi? Ah, je n'étais pas tes compétiteurs. C'est quoi mes compétiteurs? Ils vous proposent quoi? Est-ce qu'on parle des mêmes choses? Vous savez, ça me brise le cœur de le dire, mais ce n'est pas vrai que les clients nous disent toujours la vérité. Ce n'est pas vrai que nos fournisseurs nous disent toujours la vérité. Ils négocient, ils bluffent. Donc,
en leur posant des questions, en les amenant à se compromettre. Tu sais, vous avez tous vu, puis ça vous est peut-être arrivé de le faire, de négocier quelque chose. Tu prends quelque chose qui coûte moins cher, qui est moins de qualité, tu négocies quelque chose de plus de qualité, puis tu dis, hey, gars, ton prix n'est pas bon, l'autre est moins cher. Puis, Christian, on ne parle pas de la même affaire. Mais il faut que vous soyez capable de déconstruire l'argument de l'autre si on essaie de vous faire cette passe-là, de vous passer un produit, un prix d'un produit moins de qualité que le vôtre. Donc, il faut être capable de dire, hey, oh, tu t'en vas où avec ça? Ne jamais céder sans contrepartie. Troisième point. L'exemple de l'auto que je vous ai donné tantôt, si la personne me dit oui tout de suite, il y a deux choses là-dessus, je jette sans contrepartie. Un, la personne pense qu'elle s'est fait avoir, elle va continuer à vous demander des choses. Alors que si vous la faites travailler fort pour gagner son point, elle ne vous demandera probablement pas d'autres points de négociation. Donc, il ne faut pas que ça soit facile pour la personne qui négocie avec vous. Si c'est trop facile, pourquoi je m'arrêterais? Vous me donnez tout. Donc, préparez, soyez prêts à reculer à petits pas. Exemple, une phrase là, écoute, je comprends ce que tu me demandes, là, mais c'est quoi mes avantages? Pourquoi moi je te donnerais ça? Là? Moi, je dis souvent à des clients, écoute, si je ne fais pas de profit, pourquoi je travaillerais? Pourquoi qu'on aurait une entente? Ça serait quoi mon intérêt de travailler pour toi? Okay? L'autre chose que je disais aussi des fois en vente, c'est écoute, je veux bien, là, tu me fais cette proposition-là. Comment je vais la vendre à mon boss, moi, cette proposition-là? C'est quoi ton argumentaire pour que mon patron accepte de céder cette profitabilité-là? Là, je faisais passer mon boss pour le gros méchant. Moi, j'étais la personne qui cherchait le compromis entre les deux. Donc, c'est des stratégies qu'on peut utiliser. Mais ne cédez jamais rien. Tu sais que si quelqu'un vous demande baisse ton prix, ben, double ta commande. Baisse ton prix, ben, on va tout livrer la commande en même temps. Mais ça, c'est préparé, je le sais. Puis là, la personne te dit, ben non, je ne peux pas tout en recevoir. Mais écoute, tu me demandes de réduire mes coûts en gardant mes mêmes coûts. Il n'y a pas de logique dans ta demande. Si je suis prêt à baisser mon prix, qu'est-ce que tu es prêt à me donner? Et là, la personne n'a pas le choix. Si elle ne veut rien te donner, ben, on vient au prix parce que vous n'êtes pas comprimé à baisser votre prix. Donc, reculez à petits pas. Quand tu finis par dire oui à quelque chose, c'est le plus loin possible dans le processus de négociation. Et après ça, il faut que tu l'engages. Après ça, c'est une question bien importante quand tu négocies, elle est fondamentale. Mis à point ce part. Mettons, quelqu'un me dit ce point. Je dis ce part, excusez, je suis rendu dans. Je négocie avec quelqu'un et il me dit t'es trop cher. À part le prix, est-ce qu'on s'entend sur tout le reste? Est-ce qu'on a un deal? Si on s'entend sur le prix, est-ce qu'on a une entente? Bien là, quand je vous parlais de compromettre, ça, je le compromets au début d'une relation. S'il me dit hey, un peu, il faut que j'en parle à mon patron, il faut que j'en parle à ci, il faut que j'en parle à ça, ça ne marche pas, là, parce que là, il te demande de te déshabiller, puis il ne veut pas se compromettre pour te donner quelque chose en contrepartie. Clairement, là, si tu veux que je baisse aujourd'hui, qu'on parle de prix, amène-moi quelqu'un qui est décisionnel, puis on va jaser. Mais je ne jaserai pas de prix si tu n'es pas capable de prendre une décision et rien me donner de mon bord. Ça ne marche pas. Ce n'est pas un striptease unique. Là. On travaille à deux. Fait que ça, c'est important. Donc, ces 5 points-là, c'est vraiment une base importante à maintenir. Ça, ce tableau-là, c'est le tableau que vous devriez travailler pour préparer une négociation parce qu'ultimement, vous avez les points. Tu mets à gauche, c'est quoi? Tes prix, tes échéances, tes quantités. Tu mets tous tes éléments qui sont négociables. C'est quoi le plancher? C'est quoi l'objectif? C'est quoi ta position initiale? Donc, position initiale, c'est le maximum que tu vas aller chercher. Tes objectifs, c'est ce que tu penses réaliste. Puis le plancher, c'est la base, ton BATNA. Si tu n'as pas ça, tu pars. Maintenant, le point important qui est négligé par à peu près une grande partie des gens en vente, l'argumentaire. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je prépare? En vente, on dit toujours, ce qui est important, c'est ce que tu vas dire et ce que tu vas faire dire. Donc, dans un rapport de persuasion, je veux faire dire des choses. C'est quoi la question qui va amener une personne à dire ce que je veux entendre? Bien, il faut réfléchir à ça. Et si je rajoute après ça les argumentaires, l'argumentaire qui va suite à la réponse de mon client, je suis mauditement bien préparé à négocier parce que là, j'ai structuré. Une fois de temps en temps, il va arriver quelqu'un qui va me sortir de mon argumentaire. Ah, je vais corriger mon argumentaire, je vais le bonifier, je vais rajouter les objections que j'ai rencontrées. Mais il va arriver un moment quand vous allez négocier, vous allez être des bêtes de négociation parce que vous allez être structuré, prêt, puis vous allez être capable de compromettre les personnes qui sont face à vous. Ça va toujours?
jamais oublier que le rôle d'une personne qui négocie avec vous, là, c'est de vous plomber. Excusez l'expression, c'est d'aller en chercher le plus possible. Il ne faut pas que vous soyez le petit poulet. Là. On parle de termes agricoles. Il ne faut pas que vous soyez le petit poulet. Fait que, gardez vos plumes. Là. Fait que, votre rôle, là, c'est je charrie en disant ça. C'est sûr que d'aller chercher une relation égalitaire, c'est bon pour les deux. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours vrai que les gens qui négocient avec nous autres pensent à notre bien. Souvent, ils vont penser beaucoup plus à leur bien qu'au nôtre. Fait que soyez fermes. Ne vous laissez pas bousculer en négociation. Toujours la question, si on trouve un bon compromis, est-ce qu'on est prêt à finaliser l'entente dès aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est une super belle question d'engagement. Si une personne n'est pas capable de vous répondre à ça, ça vous enligne sur le restant de la négociation. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons de dire je ne peux pas te dire où aujourd'hui, mais je vais en parler à mon organisation, puis on te revient rapidement. OK, vous pouvez l'accepter. Dans d'autres cas, tu vas dire non, la réponse est inacceptable, ça me prend plus de garantie que ça. En dehors de ce point, sommes-nous d'accord sur le reste? C'est la deuxième question qui est fondamentale en négociation à retenir avant de vous compromettre. Puis, ayez pas peur. Quand tu négocies avec quelqu'un, puis c'est vrai quand on négocie de notre côté, la sécurisation, je pense que le mot est français, là, de te sentir que j'ai un bon deal, OK? Que je ne me fais pas avoir. Puis on est toujours insécure. On n'a toujours pas, hey, je fais-tu un bon move de dire oui, puis l'autre aussi de leur côté. Donc, vous, de votre côté, comment vous pouvez sécuriser l'acheteur comme quoi il fait un bon deal? Vous, comme entreprise, si je vous pose la question, pourquoi j'achèterais de vous? Puis, j'espère que vous ne me direz pas, on a des bons produits, on est fin, exactement ce que vos compétiteurs vont dire. Hein? Pourquoi j'achèterais de vous? C'est parce que nos produits vont te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Mes produits vont te permettre d'avoir... il faut que tu ailles chercher de la valeur ajoutée, puis que tu la transportes. Tu la communiques efficacement à ton interlocuteur. Donc, vos valeurs ajoutées, là, le pourquoi je devrais acheter de vous, là, il faut que ça soit clair. Si je vous demande pourquoi je devrais faire affaire avec vous autres, dites-moi pas que vous êtes bon. Dites-moi que vous allez me rendre meilleur. Dites-moi que vos produits vont me permettre de faire plus d'argent. Dites-moi que c'est des choses qui me touchent à moi, mais pas qui vous touchent aux autres. Je m'en fous de ce qui vous touche. J'exagère en disant ça, mais c'est vraiment le but ultime, c'est que vous me parliez à moi dans mon monde pour me convaincre. Si vous faites ça, vous allez être convaincant. N'oubliez pas que dès qu'on vous demande un effort, toute demande d'effort joue sur votre marge de profitabilité. Quand on se prépare, on sait notre marge. Si on ne se prépare pas, ça peut faire mal. Fait que préparez-vous puis calculez votre profitabilité. Quand on défend notre offre, ça nous permet aussi de voir les contraintes de la personne avec qui on achète. Ses enjeux, ses objectifs, ses positions. Ça vous donne encore de l'information complémentaire qui vous permettent d'être encore meilleur dans votre négociation. Puis n'ayez pas peur aussi des fois de mettre un interlocuteur. Tantôt, je vous ai dit, il faut dire non à un client. Mais il y a une façon très gentille de dire non. C'est, écoute, il y a quelque chose que j'ai de la misère à m'expliquer. C'est quoi l'avantage que j'arrête de travailler avec toi si je ne fais pas d'argent? Je viens de dire non. C'est très subtil. Puis, donc, trouver des façons subtiles. Écoute, tu n'arrêtes pas de me parler de baisse le prix, mais en contrepartie, tu ne m'offres rien. C'est quoi l'avantage pour moi de continuer la discussion avec toi? Des questions très simples, mais hyper efficaces. La personne face à ça, qu'est-ce que c'est qu'elle vous dise? Là? Elle est obligée de prendre un recul puis se dire, on commence-tu à parler sérieusement? Moi, des fois, je le faisais, puis je disais à un client, bon, écoute, je ne comprends pas le pourquoi, je ne comprends pas ta stratégie, où est-ce que tu t'en vas. C'est quoi pour moi l'intérêt de discuter avec toi si on s'en va là? Ben là, non. Là, on va commencer à parler sérieusement. Est-ce que tu veux véritablement arriver à une entente? Oui. Bon, pour arriver à une entente, es-tu d'accord? Il faut que ça soit satisfaisant pour toi et pour moi. Oui. OK, on commence à négocier. Oui. Bon, fait que là, j'ai compromis mon client. Donc, le non positif, on vient d'en parler. On n'a pas le choix. Il faut être capable. Puis, soyez pas émotif. C'est vos biens, c'est votre argent, c'est votre profitabilité. OK? Dire non, là, c'est naturel. Donc, ça protège la santé financière de ton entreprise. Tu n'as pas le choix. Tu peux aussi amener, écoute, si tu serais prêt à accepter mon prix, je serais ouvert à revoir les conditions de livraison, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, là, tu utilises le conditionnel. En vente, je dis souvent, on n'utilise pas le conditionnel. On parle au présent. On envoie un message qu'on est efficace. Mais dans un cas comme ça, là, quand tu utilises un conditionnel, c'est que
envoie un ballon d'essai. Si le client mord, parfait. Si l'acheteur mord, parfait. S'il ne mord pas, tu n'as rien donné. Tu repars et tu essaies d'autres choses. Et pièges à éviter, tactique du citron. Un client ou un acheteur qui vous dit hey, je te le dis tout de suite, là, si tu n'acceptes pas mon prix, c'est fini. OK. Bye. C'est fini. Laissez-vous pas bousculer parce que la personne, c'est une technique de négociation. OK. Donc, si je comprends bien, tu es prêt à laisser passer une super belle occasion d'affaires parce que tu t'entêtes sur le prix. Puis là, vous savez qu'en vente, le grand philosophe Patrick Huard disait toujours tu fermes ta boîte. Il disait un autre terme, là, mais OK, tu te fermes puis tu attends. Le silence en négociation et en vente est stratégique. Je ne sais pas si vous le saviez. Tu fermes ta boîte, tu attends que l'autre réponde quand tu poses une question. Des fois, tu le sens, l'autre devant toi devient tout mal, a chaud, puis là, tu viens de poser une bonne question. Puis là, tu te dis, je suis une bonne personne, je vais essayer de la rendre. Puis là, tu reprends. Non, tu fermes ta boîte, tu le laisses tremper, puis après ça, elle va parler, puis là, tu as repris le dessus. Puis si tu veux être bon par après, tu seras bon. Mais tu négocies, tu n'es pas là, tu n'es pas un hog, c'est pas, j'allais dire occupation double, mais c'est plus ça. C'est pas une relation, c'est une négociation, c'est de la business. Donc, ça fait partie d'une stratégie de négociation, des fois, d'être capable de mettre un peu de pression sur l'autre. La tactique du lièvre, c'est qu'un acheteur vous appelle 4 fois. Il vous appelle, vous lui donnez un prix, il va voir les compétiteurs, ils appellent, il vous demande encore un prix. Hey, X, Y, Z me fait ça, là. Non, là, c'est shotgun. Je te donne un prix, tu as 5 minutes pour l'accepter, c'est fini. OK? On ne niaisera pas avec la POC, là, parce que de toute façon, je te donne des prix, tu vas me niaiser de même pendant 2 jours. Oublie ça. Voici. Si je te donne un prix, tu es capable de me donner une décision dans les 5 prochaines minutes ou la prochaine heure, dépendant. Mais là, tu ne joues pas au fou parce que sinon, tu vas te ramasser aucun profit puis tu vas avoir perdu 2 à 3 heures. Puis le temps est stratégique en vente. Je pense qu'il n'y a personne parmi vous qui a du temps à perdre. Fait que les grugeurs de temps, on les élimine. La tactique de la liste d'épicerie, c'est quelqu'un qui arrive et qui veut négocier votre prix, votre livraison, la couleur de vos carottes. Il veut tout négocier. OK? Wow. On va hiérarchiser ça. Là. Tu me dis, c'est quoi qui est important pour toi? Puis par contre, une personne qui est comme ça, tu le sais, il faut pas faire l'erreur de donner sa marge tout de suite en partant. OK? Je pense à mon gars de 1 000 $ tantôt d'automobile. Peut-être que j'aurais pu te proposer 200 $ en partant. Je vais te donner des beaux tapis. 200$. C'est tout ce que je peux te donner. Là, tu continues à négocier. Ouais, c'est dur, je vais te donner des pneus. Mais tu sais, j'ai rendu ça difficile. Là. Fait que gardez-vous de la marge parce que si vous donnez votre 1000 tout de suite, puis vous n'avez rien d'autre, après ça, le client arrive avec d'autres ou l'acheteur arrive avec d'autres demandes. Là, vous passez pour quelqu'un qui est fermé, vous n'avez plus rien. Vous avez tout donné. Donc, on donne, comme on dit, on recule à petits pas, puis on donne à petits pas. La tactique de la poire en deux. Vous l'avez certainement entendu, on va couper la poire en deux. Mais le problème, c'est que la poire, il ne la coupe pas dans le milieu. Hein? Il la coupe dans le quart, puis il garde les 3 quarts pour lui, puis vous avez le quart. Ça, se faire dire, là, on va couper ça en deux. Hey, couper une pièce, là, ça n'a pas le même impact pour, mettons, l'acheteur que pour vous autres. Vous autres, vous avez peut-être 10 % de profit sur la pièce. L'autre, il en a peut-être 90. Lui, il s'en fout, là. Il fait bien des profits sur chaque pièce, pas vous autres. Donc, ne vous laissez pas avoir par hey, on coupe la poire en deux. Ça ne marche pas. En négociation, des fois, c'est faire croire qu'un point a plus d'importance qu'il en a en réalité. Là, on rentre un peu plus dans une négociation plus longue. Quelqu'un qui pourrait dire en réalité que c'est le prix qu'il veut, mais en réalité, son vrai objectif, c'est d'aller chercher des livraisons. OK? Que vous livriez 6 fois, de ne pas avoir trop d'inventaire en magasin. Ça pourrait être ça. Avec des questions, vous allez être capable d'aller le chercher. Mais quelqu'un qui est très bon négociateur, ça peut être plus dur. Mais ça, vous allez moins le voir. Mais si vous vous rendez compte qu'une personne vous amène quelque part, ne tombez pas dans le piège de faire la truite, de mordre, puis il va vous sortir, là, puis il vous met dans sa chaloupe. Puis là, hop, vous n'avez plus rien. Là, okay, il vous a eu. Donc, soyez vigilants. Ah, il faut faire dire, hey, j'ai 20 minutes, grouille-toi. OK? Ça presse. C'est le pire moyen de faire des erreurs. Si une personne n'a pas le temps à vous accorder, rebook. Tu sais, à moins que tu aies roulé jusqu'en Abitibi, maintenant, puis tu pars de Québec ou de Montréal, tu t'en vas en Abitibi, là, c'est un peu plus compliqué. Mais vous mettre sous pression à cause du temps, c'est la meilleure façon de faire des erreurs en négociation. Donc, embarquez pas là-dedans. Si la personne n'est pas prête à vous en donner plus, faites vos choix.
Sur le plan, être aimé à tout prix. Quand tu négocies, ce n'est pas le but d'être aimé à tout prix. Si tu veux avoir des amis, c'est Jean Coutu. Okay? Si tu veux négocier, ben attends-toi, des fois, des gens ne t'aimeront pas parce que tu as été ferme sur ta négociation, puis ils vont te dire que tu n'es pas fin, tu n'es pas fin. Mais si tu es une personne feeling, la difficulté, c'est qu'une critique, elle ne prend pas sur la négociation, c'est personnel. Ne vous laissez pas affecter si vous êtes quelqu'un de très feeling. Il y a une coupure à faire entre une négociation et une personne qui vous dit que vous n'êtes pas fin ou pas fine en négociation, puis vous. Si vous ne faites pas la coupure, négocier devient difficile. Moi, là, je me suis fait traiter de n'importe quoi en négociation. Tu sais, des fois, j'ai négocié avec des clients, là, c'était « Oh, j'ai volé le pain de la bouche. » tout. Mais en fin de compte, on finissait. On était les meilleurs amis du monde. C'est une stratégie de négociation. L'émotion, là, gardez-la le plus loin possible, parce que sinon, ça va vous jouer des mauvais tours. Vouloir convaincre à tout prix. Il y a un point que je n'ai pas dit, mais qui est important. On convainc beaucoup plus une personne en utilisant ses arguments que les vôtres. Pour ça, les questions, c'est encore aussi important. Si je sais c'est quoi son argumentaire, puis j'y pose la question, puis il me dit voici pourquoi, là, je peux utiliser exactement ce qu'il m'a dit pour positionner où est-ce que je veux m'en aller, parce qu'il m'a donné la piste pour le convaincre. Donc, l'argumentaire, puis ça, c'est vrai en négociation, mais c'est vrai avec vos conjoints, vos blondes, beaucoup plus facile de convaincre en utilisant leur argumentaire que le vôtre. Sinon, ça devient une discussion de sourds. Puis vouloir être parfait, ça n'arrivera jamais. On commet toujours des erreurs. La tactique du bon et méchant, quand quelqu'un des deux personnes négocie avec vous autres, t'en vois un qui essaye de faire le méchant, puis l'autre essaye de faire la bonne personne, puis ça, je pense que le violon, on l'a vu. Fait que ne vous laissez pas embarquer là-dessus. Des fois, quand tu négocies avec des particuliers, ils ont tendance à surévaluer leur possession. Ils ont acheté leur bobette, ils ont payé 10$ aujourd'hui, ils valent 25$ parce qu'ils les ont portés. C'est pas de même. Il y a une réalité des fois que les gens, je vous dis de ne pas être émotif, mais ça se peut que les personnes avec qui vous négociez, ils sont émotifs. Okay? Puis si quelqu'un surévalue ces choses, ben, vous devez soit vous rompez en négociation parce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir une entente, soit vous prouvez par des faits, des comparables, que le prix proposé n'a pas de bon sens. Donc là, il y a une preuve. On y va par la preuve. Les stats, les chiffres, c'est très efficace. Tactique de l'escalier, c'est quelqu'un qui va vous demander, qui négocie avec vous, puis là, il vous dit tout d'un coup, c'est quoi? J'en achète 100, c'est quoi ton prix? Puis là, tu dis OK, voici mon prix. Puis là, paf, tu as soit un bon de commande, il en achète 50 au prix de 100. Bon, fait que ça, c'est une stratégie. Des fois, c'est dur de dire oui, de dire non. Des fois, tu vas avoir la commande, mais là, ça reste votre décision personnelle. Est-ce que tu dis, hey, tu as fait une erreur? Moi, j'adorerais d'appeler mon client. Il y a eu une erreur quand tu as fait ton bon de commande, tu n'as pas mis le bon chiffre. Je t'excuse. Tu veux-tu que je le corrige ou c'est toi qui le corrige? Bon, il y avait un grand sourire. Puis là, des fois, ça recommence un peu la négociation. Il donnait un petit quelque chose. Mais moi, c'était une insulte pour moi de me faire faire. J'ai donné un prix pour une grande quantité, puis il m'arrivait avec le prix de cette grande quantité-là pour une petite quantité. Ça ne passait pas. Moi, ça me faisait bouillir, ça me faisait rougir, puis ouais, on va le négocier, quitte à le perdre. Ça ne marchait pas. Donc, donner un point sans rien demander en retour, c'est la pire chose à faire. Vous voyez, là, c'est Madame va être contente, c'est elle qui va avoir l'argent. On va terminer par rapidement les profils des négociateurs. Je vous l'avais envoyé, mais je n'en ai pas reçu. Je ne sais pas si David, tu l'avais reçu de ton côté. Non, malheureusement, mais écoute, on va écouter. Puis, OK. Juste rapidement, faire un tour. C'est que le profil de négociateur, ça vous dit très rapidement, vous avez le test, vous pouvez le faire par vous autres mêmes. Êtes-vous un S, un E ou un R? Grosso modo, le stratégique, c'est quelqu'un qui va... les acheteurs de chaînes d'alimentation, c'est des stratèges. Ils sont là pour vous plomber. Ils n'ont pas de cœur, ils sont là, c'est les faits, c'est le rationnel. L'équité, c'est quelqu'un qui recherche une relation égalitaire. Donc, gagnant-gagnant. Puis ça, souvent, tu vas voir ça dans les particuliers, les gens de vente, gagnant-gagnant. Le relationnel, c'est plus mon petit mouton. Si votre R est très fort, ça veut dire que vous avez de la misère à dire non. Vous ne voulez pas briser la relation. Donc, si vous faites le test par vous autres mêmes, puis vous faites les calculs, puis vous regardez les coches, là, puis votre première colonne, elle vaut 5. La deuxième colonne vaut... Vous aviez 3 choix à faire. Votre premier choix vaut 5. Le deuxième choix vaut 3. Et le troisième valait 1. Ben, tu additionnes, mettons, mes S dans ma première colonne, puis ça me donne X montant. Mais si ton R est très fort, endurcissez-vous parce que ça n'ira pas bien en relation, en négociation. Si votre S est excessivement fort, c'est le contraire, vous risquez de briser des relations, vous allez être trop dur en affaires.
Donc, il n'y a pas nécessairement de profil idéal. Ben, le profil idéal, c'est que tu serais 33 S, 33 E, 33 R. Ça serait l'idéal. Mais ce n'est pas le même dans la vraie vie. Mais si vous êtes très R, endurcissez, faites un exercice, là, rationalisez votre processus, parce que sinon, je vous le dis, vous êtes le pauvre petit mouton. Le E, si vous êtes un E ou un R et vous négociez avec un S, vous devez devenir stratégique. Si vous restez sur votre façon de négocier, vous allez être frustré, ça ne marchera pas. Un S, c'est le couteau sur la gorge, ben c'est le couteau sur la gorge que vous négociez avec. Pas de pitié. Un E, c'est le fun, parce que si je partage la même valeur, il faut que ça soit gagnant. On veut bâtir une relation à long terme. Puis le R, si vous voulez faire de l'argent, renforcez votre R un peu. Mais le bon côté du R, c'est qu'il est très fort pour créer une relation. Donc, ne perdez pas ce point-là. Mais endurcissez le petit côté, apprendre à dire non pour être capable de scorer. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur, on n'avait quand même pas énormément de temps, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu, des précisions à avoir? Ben écoute, je vais laisser je vais prendre juste quelques secondes là, pour signifier là, pour les gens qui sont ici là, avec nous, les documents, donc la présentation que Jacques a faite aujourd'hui, et c'est que le document là, pour réfléchir à son profil, établir son profil, je vais vous les transmettre, j'ai pris vos noms en note, fait que je vais vous les envoyer par courriel. Comme ça va pouvoir un peu stimuler votre réflexion là, dans les prochaines semaines quand vous allez pouvoir mettre en pratique ces notions-là. Fait que, merci pour le temps, puis si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Je suis à vous. Moi, j'avais une question. Oui. De ce que j'ai cru comprendre, vous donnez des formations aussi pour des entreprises? Oui. Est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être vos coordonnées pour, en tout cas, peut-être se rediscuter plus tard, là, mais moi, je serais intéressé à ce qu'on discute de quelque chose. OK, oui, aucun problème. Dans le fond, c'est facile. Moi, c'est jacqueslaberge.ca. OK? Si tu vas sur mon site, Jacques Laberge, tu as toutes mes coordonnées pour me contacter. Je pense que David va l'indiquer aussi au niveau des documents qui vont être envoyés. Donc, oui, après ça, on regardera tes besoins puis voir c'est quoi tes objectifs. Puis moi, ce qui est intéressant des fois, c'est que souvent, mes formations sont subventionnées par Emploi Québec, souvent à 50 du prix de la formation. Ah, OK. Bon, ça peut être intéressant. Mais ça, j'en parle quand je travaille avec des entreprises. On en discute aussi toujours en fonction là, des objectifs que tu as. Bon, parfait. Fait que je vais prendre contact avec vous. OK, merci. Good, excellent. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, retenez que beaucoup de préparation. Plus vous allez être prêt à négocier, plus vous allez être, ça va être bon. Puis après ça, défendez votre offre. OK? Ayez pas peur de mettre votre pied à terre, puis utilisez des techniques de communication, posez des questions. Les questions, là, dans tous les aspects de la vie, là, puis là, peut-être que vous êtes un couple, là, Andréane, puis testez-vous sur les conjoints. Ah, moi, tu n'as pas ramassé tes bas. Ah, ma chérie, en quoi ça te dérange? Bon, ça peut peut-être vous amener à la séparation, mais ça permet d'approfondir. Grosso modo, beaucoup de questions, la structure, puis ayez les objectifs clairs. Vous voulez quoi? Puis à partir de ce moment-là, c'est plus facile d'avoir un cheminement qui va être gagnant pour vous autres. S'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter bon après-midi, puis merci d'avoir été là. C'était agréable de passer une heure en votre compagnie, puis peut-être à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. S'il y a des questions plus individuelles, vous pouvez rester. Ça va faire plaisir. Sinon, bonne journée, bon après-midi.